Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Ailleurs dans le monde. Le président de la transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a annoncé dans un discours qu'il sera candidat à l'élection présidentielle prévue le 6 mai prochain. Il avait été proclamé par l'armée président de la transition le 20 avril 2021 suite à la mort de son père, le maréchal Idriss Déby Itno. Ces derniers jours, le Tchad est de nouveau sous les projecteurs suite à la mort, le 27 février, de l'opposant Yaya Dillo. Ces élections tant attendues se tiendront-elles dans un climat de tension? Quel est l'avenir politique du Tchad et pourquoi ce pays est-il si stratégique dans la sous-région? Pour en parler, je reçois Bangaline Goran, historien. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fatim, bonjour à tous et à toutes. Et Sylvain Guessan, analyste politique. Bonjour et merci d'être présent. Bonjour Fatim. Alors messieurs, en prélude à nos échanges, je vous propose de rejoindre notre correspondant. Que s'est-il passé exactement le 27 février à N'Djamena et que sait-on des circonstances de la mort de l'opposant Yaya Dillo Djirou? Tout est parti d'une arrestation d'un membre influent du parti socialiste sans frontières, de Yaya Dillo. L'arrestation se serait mal tournée et les partisans et les proches de ces messieurs dont les rumeurs ont donné pour mort lors de son arrestation et son corps aurait été emporté par les agents de sécurité. Et il y a eu un attroupement devant les locaux de l'Agence nationale de sécurité de l'État. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Il est très difficile de donner une version exacte pour un observateur, d'autant plus que le gouvernement avait accusé par un communiqué Yaya Dillo d'avoir attaqué le locaux de l'Agence nationale de sécurité dans la nuit, et Yaya Dillo se serait retiré au siège de son parti. Et Yaya Dillo, lui, avant de mourir, justement, avant de connaître la mort, il avait également enregistré un audio qui avait circulé sur les réseaux sociaux. Il accusait le gouvernement d'avoir mis en place un scénario, une mise en scène pour amener à son élimination. Vous savez, il est difficile. C'est vrai, nous avons le mercredi 28 entendu des coups de feu, un échange de coups de feu de trois quarts d'heure au centre-ville de la ville de N'Djamena. Et dans la nuit, l'information a circulé comme quoi Yaya Dillo serait mort suite à cet événement. Le procureur l'a annoncé sa mort. Mais par contre, ses proches et ses partisans sont en train de donner une autre version sur les réseaux sociaux, hein, et comme quoi que Yaya Dillo aurait été tué. Il est difficile. Nous attendons une enquête internationale indépendante a été réclamée par l'organisation de défense des droits de l'homme Human Watch, et le gouvernement a accepté que cette enquête soit menée. Donc nous attendons les conclusions de cette enquête pour avoir une version tout à fait exacte de ce qui s'est passé. L'élection présidentielle est prévue le 6 mai prochain. Comment cette annonce a-t-elle été accueillie par la population et la sphère politique? Et quelles sont les candidatures déjà déclarées ou celles pressenties? La présidentielle est prévue pour le 6 mai 2024 et cela n'a pas surpris le public tout comme les politiciens, étant donné que les Tchadiens savent déjà que 2024 sera une année électorale. Donc les partis politiques se sont déjà préparés, certains ont déjà tenu leur congrès et se sont positionnés pour ces élections. À ce jour, il y a le président de transition qui est investi candidat par le MPS et une large coalition des organisations de la société civile et des partis politiques. Il a déposé son dossier de candidature hier à la Cour suprême. Après lui, il y a aussi 3 autres candidats qui sont déclarés, mais qui n'ont pas encore fait le dépôt de leur dossier de candidature. Sinon, le gros suspense, c'est le flou qu'entretient l'actuel Premier ministre de transition, Dr Succès Masra, sur sa candidature à cette élection. Merci pour ces précisions.
Alors, messieurs, Mahamat Déby avait promis de rendre le pouvoir aux civils par des élections après une transition de 18 mois, mais ce terme échu, il a prolongé de 2 ans. Qu'est-ce qui justifie ce délai, selon vous? Simone Guessant. Dit que M. Déby promettait remettre le pouvoir aux civils. Il croit quand même... moi, je n'y ai pas cru. Je n'ai pas cru. J'ai jamais cru que la dynastie Déby rendrait le pouvoir si facilement. Ils n'ont montré aucun signe d'ouverture. Comment le fils arrive à la présidence après le décès de son père. On a vu les circonstances dans lesquelles, même si par la suite ils ont essayé de maquiller un peu, non, l'autre aurait rendu sa démission, l'autre aurait refusé. Mais on a vu un peu comment ces choses se sont précipitées. Ensuite, il n'y a pratiquement eu aucune pression extérieure. Contrairement à ce qui se passe dans la sous-région, le fils a été réussi avec tous les honneurs à Paris. Il était libre de faire du Tchad ce qu'il voulait. Il n'y a pas eu une opposition significative, surtout qu'il a réussi à avoir avec lui un succès Mastra. Donc bon, une transition de 2 ans, je pense qu'il pouvait même aller à 3 ans, 4 ans, il n'aurait rien eu. Bon, maintenant qu'il est candidat, qu'il est sûr de remporter les élections, donc il peut organiser les élections, mais la dynastie Déby ne pourrait pas lâcher le pouvoir si facilement. Je pense que l'élément clé a été déjà relevé par Simone Guessant, c'est la formule même de la transition que je peux qualifier de transition carte blanche, hein, qui a été accordée à Idriss Déby. Bon, c'est pratiquement du pareil au même. Et sur le principe que le Tchad est un pays stratégique et particulier dans le Sahel, qu'il fallait protéger le Tchad afin que ce maillon important ne s'effondre pas. Et finalement, tout ce qu'on a, la suite d'événements qu'on a aujourd'hui, c'est la conséquence de cette carte blanche qui a été accordée à Mahamat Déby Itno. D'abord, parce qu'au niveau du géopolitique, il y a eu à plusieurs reprises la mobilisation des actions violentes sans vraiment s'y restreindre, qui a été déchaînée à l'encontre des oppositions ou encore de l'opposition ou encore des manifestations civiles. Mais au-delà de cela, la Constitution, parce que jusqu'à preuve du contraire, la Constitution ancienne ne permettait pas à M. Mahamat Déby Itno de se présenter, étant donné que la limite d'âge qui était fixée, c'était 45 ans. Il en avait seulement, bon, il en aurait cette année 40. Mais à partir du moment où il décide de changer la Constitution, étant donné qu'il a appelé le peuple au référendum, c'était forcément prévisible qu'après il se présente, parce que, bon, disons que la nouvelle Constitution a été taillée sur pièce pour lui permettre de pouvoir faire acte de candidature. Alors, plusieurs acteurs politiques de premier plan, notamment de l'opposition, ont rejoint à la faveur de cette transition le gouvernement. Déjà, comment l'expliquez-vous? Bon, certains espéraient quand même qu'après Déby père, des conditions seraient réunies pour une large ouverture, pour une compétition politique plus ou moins ouverte. Finalement, avec la prise du pouvoir de Déby fils, qui aura maintenant 40 ans, certains ont dû se rendre compte à l'évidence que peut-être il est mieux d'intégrer le système en espérant de l'intérieur apporter quelques changements. Ils ont dû sans doute se rendre compte qu'ils pourraient passer tout le temps, comme ça se passe au Cameroun, au Gabon, enfin jusqu'à la chute de Bongo fils, etc., etc. Donc peut-être il était mieux d'intégrer le système et de l'intérieur, de chercher à apporter des changements. Surtout qu'on voit comment les opposants sont traités au Tchad sans qu'il y ait des réactions pratiquement à l'extérieur. Le monsieur il a les mains libres de faire du Tchad ce qu'il veut. Donc bon, certains ont dû intégrer en espérant peut-être qu'à l'intérieur il pourrait apporter des changements. On verra ce que ça va donner. Mais c'est la question sous-jacente. Est-ce pour aplanir la situation de tensions récurrentes ou est-ce par opportunisme politique? Ce n'est qu'un prétexte, hein, parce que généralement, quand la communauté internationale accorde carte blanche à ce genre de pratiques autoritaires, comme cela court actuellement au Tchad, il faut bien sûr justifier cela. Mais dans la réalité, je pense qu'il n'y avait pas de péril dans la demeure, parce que quand il prend le pouvoir, la première des choses qu'il fait, c'est de réunir les 30 groupes rebelles à Doha. Il signe un accord qui officiellement pacifie le pays. L'accord même prévoit un programme de DDR, même si après, par défaut de financement des partenaires internationaux, ça n'a pas réellement démarré jusqu'à aujourd'hui. Mais au moment où M. Déby Itno prend le pouvoir, à peine quelques mois après son arrivée au pouvoir, il arrive à signer ces accords-là qui pacifient
officiellement le pays. Donc on bascule dans une période où il fallait maintenant mettre en œuvre des réformes politiques, étant donné que le volet sécuritaire avait été réglé. Et donc on attendait à ce qu'on aille vers un processus plus démocratique, plus ouvert. Mais au lieu de cela, il tient un discours qui est un discours d'orientation, de stratégie qu'il a eu avant le référendum. Et ses mots ont été que sa méthode à lui, c'était d'allier la fermeté avec la main tendue. En d'autres termes, il invite à la soupe les opposants qui estiment qu'ils veulent s'intégrer, mais pour les autres, il aurait un traitement des plus rigoureux. Et donc tout ce qu'il y a eu ensuite, c'est-à-dire les manifestations réprimées, l'opposant dont le siège, non seulement qui a été assassiné, mais dont le siège a été complètement démoli à la pelleteuse, ça entre en ligne de compte cette stratégie-là, de dire que j'ouvre les bras pour ceux qui croient à l'intégration, parce qu'il parle d'un Tchad réuni. Donc ceux qui veulent qu'on se mette ensemble pour construire le Tchad, mais pour tous les autres, il n'y a pas de place pour vous au Tchad. Et donc je pense que c'est cette stratégie-là qu'il déroule, encore une fois, parce qu'il a reçu une carte blanche. Parce que si, au niveau intérieur, il a cette domination sur l'espace politique, il faut qu'à l'extérieur, les contre-pouvoirs qu'on n'a pas pu avoir à l'intérieur puissent être activés à l'extérieur afin de contrebalancer un peu cet autoritarisme-là. On va revenir longuement sur, sur les réactions internationales concernant le Tchad. C'est pour ça que je veux qu'on aille sur les autres sujets. Restons sur cette arrivée au gouvernement des différents opposants. Déjà, qu'en est-il de leur crédibilité sur le moyen long terme? Certains seront peut-être candidats à cette prochaine élection. Et il avait l'air de dire que finalement, ils n'ont pas trop le choix. Comment vous le... En même temps, quand dans votre passé récent, vous avez adopté les postures les plus radicales qui ont conduit à des centaines de morts dans vos rangs, vous n'abdiquez pas si facilement. Voilà, ça devient un peu... Vous avez conduit des gens à la mort, vous les avez entraînés à croire des idéaux qui n'étaient pas les vôtres, pour faire semblant de sorte à peut-être monter les enchères pour espérer avoir des postes juteux. C'est l'image que ça donne. Est-ce que ces opposants qui ont rejoint le camp présidentiel aujourd'hui sont capables de mobiliser contre la mauvaise gouvernance de Déby Fils? Vous voulez dire quoi? Qu'en rejoignant les rangs du président Déby, ils seront comptables de son bilan et peut-être de... Vous êtes ministre du gouvernement et puis le cordon ombilical qui les reliait à ces jeunes qui croyaient en eux, à ces populations qui croyaient en eux, ce lien, il est rompu. Il est rompu, les gens, ils ne croient plus à tout ce qui a été dit par ce leader qui rejoint l'opposition. Alors, soit il rejoint une autre formation qui pourrait faire rêver, ou alors c'est l'apathie, c'est la litanie. On ne croit plus en rien, on laisse le politique faire ce qu'il veut, on cherche le pain quotidien, comme cela se voit dans plusieurs pays. Mais certains parlent de pragmatisme. Qu'est-ce que vous y voyez? C'est de l'opportunisme, du pragmatisme, du réalisme politique? Puisque on va parler de l'élection présidentielle de 2024, le 6 mai, est-ce qu'elles auraient pu être crédibles sans que certains partis d'opposition présentent des candidats? Personnellement, je parlerais d'instinct de survie. Parce que dans le cas du Tchad, on est encore quand même dans une méthode, une manière grégaire de faire la politique, où, je l'ai expliqué, soit vous rentrez dans les rangs, ou vous êtes tout simplement neutralisé. Alors, est-ce qu'il y aurait des élections crédibles s'il n'y a pas de candidat en face? Mais le clan Déby s'arrange toujours pour qu'il y ait toujours en face un opposant qui vienne légitimer l'échéance. Mais il est clair que ce qu'il ne voulait pas, c'est un opposant qui avait une véritable base en termes de popularité. C'est un opposant qui représentait en quelque sorte une alternative réelle en face. Mais vous décrivez Succès Masra, qui est Premier ministre. C'est pourquoi ils ont travaillé déjà à neutraliser d'abord, au travers de l'offre du dialogue souverain inter-tchadien, celui qui a été l'opposant historique, donc le Premier ministre Kedzabo. Après lui, celui qui était susceptible de prendre la tête de l'opposition pour créer une coalition qui pouvait challenger le président sans transition, c'était Succès Masra. Et puis en dehors de lui, quand lui également, disons qu'on lui a ouvert la porte, qu'il est entré dans le gouvernement en tant que Premier ministre, il ne restait que Yaya Dillo. Donc il fallait absolument le neutraliser parce que non seulement lui était Zagawa, mais en plus, à l'intérieur du clan, il bénéficiait du soutien de Saleh Déby, donc le frère du père, et il représentait une réelle menace. Donc l'idée, c'est que le pouvoir cherche un adversaire, mais un adversaire de façade pour un faire valoir, mais il ne voulait pas d'un opposant ou en tout cas d'un adversaire qui était en mesure de le mettre en danger dans les yeux.
C'est la lecture que vous avez aussi de cette opposition, Succès Masra, une opposition de façade actuellement? Oui, mais donc qu'est-ce qui a motivé Masra à accepter cette posture? Il y avait un mandat d'arrêt international contre lui. Bien sûr. Ouais, mais quand on a décidé, c'est mon avis, hein, je peux me tromper, quand on a décidé d'être opposant, quand on a conduit des gens de masse dans les rues, qu'il y a eu mort d'homme, qu'il y a eu ce bilan, on n'abdique pas si facilement, à mon avis. Mais c'est vrai que je parle de pragmatisme. Est-ce que finalement, il a revu à la baisse ses ambitions et peut-être s'est dit que le chemin qu'il suivait ne mènerait à la perte. Certains ont espéré un changement de paradigme après le début père. Maintenant, on se rend compte que c'est du même ou pareil, ou alors la position, peut-être c'est devenu encore plus rude, plus rugueuse, parce que lui, il est encore jeune, il a la fougue de la jeunesse. Et à 40 ans, il pourrait prendre aussi le Tchad en otage pendant de longues années. Donc ça peut amener des gens à revoir leur grille d'analyse, mais toujours est-il que c'est le peuple qui a cru en eux qui paye le prix fort. Mais en parlant de ça, Succès Masra aussi, il n'avait pas l'âge. La constitution actuelle lui permet d'être candidat, ce qui n'était pas prévu auparavant. Donc on se demande quel a été le deal, en fait, entre ces deux personnalités politiques. Le deal, c'est le deal de Kinshasa, dont on parle. Le deal, c'est le deal du partage du pouvoir, parce que c'est vrai que Succès Masra incarne cette nouvelle génération de Tchadiens en général et d'acteurs politiques, mais qui a une ambition de gouverner le Tchad. C'est-à-dire, c'est la finalité, en fait, de toute sa lutte. Et à partir du moment où il en arrive au stade de faire le constat clair qu'il était à un tournant de sa vie où, soit il choisissait de rester dans cette posture combative, et il se condamnait à l'exil à vie, parce qu'il y avait, après les événements d'octobre 2022, il y avait un mandat d'arrêt international contre lui, ce qui supposait qu'il ne pouvait plus revenir au Tchad. Il s'est retrouvé dans une situation où il a fait un calcul politique tout simple. Soit je rentre au Tchad en étant rentré en griffe dans les rangs, et je peux non seulement... Parce qu'au Tchad, tous ceux qui jouent un rôle politique, que ce soit dans l'opposition aujourd'hui ou dans le pouvoir, ont bénéficié quand même, parce que c'est un pouvoir patrimonialisé, ont bénéficié d'abord du pouvoir et de ses avantages économiques qui ont permis de financer ensuite le reste de leur combat. Donc, il a fait le choix, un choix de suivi politique pour pouvoir rentrer au Tchad, se refaire des forces économiques, financières, et puis pourquoi pas, plus tard, comme d'ailleurs il y a Diolo, sorti du gouvernement, et puis continuer sa marche. On ne sait jamais. Alors, à la mort du maréchal Idriss Déby Itno, l'opposition dénonçait, je cite, une succession dynastique des Déby. Alors maintenant, au-delà de ce cas précis, on associe régulièrement la politique tchadienne à une affaire de famille. Pour quelles raisons? Parce que ce sont les mêmes noms qu'on entend depuis que le père a pris le pouvoir au début des années 80, c'est ça? Les opposants, c'est l'armée, la douane, le secteur économique, un peu comme au Gabon, la société civile, les diplomates, tous les noms significatifs, tout autour de ce nom-là. C'est le clan Déby qui est au pouvoir. Voilà, mais soit on est Déby, soit on est proche d'un Déby au Tchad, ou alors des ISPA. Voilà, donc... C'est-à-dire que le pouvoir appartient à un clan, à une famille? Absolument, absolument. Et ces clans, c'est le clan des Agawa qui, paradoxe, ils sont une minorité quand même au Tchad, parce que le Tchad, c'est 130 ethnies. Et les Agawa sont une minorité. Mais disons qu'à partir du moment où, dans leur culture, il y a ces notions de bravoure, de pratiques guerrières, et donc dans l'armée, en même temps qu'ils sont une minorité au nom de la population, dans l'armée, du fait de ces traits culturels-là, ils sont quand même une force, la force principale de l'armée. Et ça a permis en tout cas d'asseoir un régime qui repose sur, je dirais, une élite militaire Zagawa qui, à chaque fois, n'a eu de cesse à s'adapter aux situations. Parce que quand on voit la liste de ceux les 15 généraux qui prennent le pouvoir après la mort d'Idriss Déby Itno, la majorité sont des Agawa. Que ce soit même dans l'opposition, c'est-à-dire que ne deviennent opposants que des Agawa qui sont entrés en désaccord avec le maillon au pouvoir, de sorte que ce soit les opposants, que ce soit ceux qui sont au pouvoir, c'est le même clan. C'est vrai que depuis que le fils est arrivé, on lui reproche parce que lui, il a sa mère qui est de la tribu Goran, donc de la tribu de l'ancien chef du Tchad, Hissène Habré. On lui faisait ses reproches, mais pour faire taire, disons, les reproches, il est allé marier la fille de son oncle, donc Zagawa. Il a séjourné dans sa région, la région de son père pendant
quelques jours pour donc rétablir donc cette alliance entre lui, cette connexion entre lui et cette région. Mais dans tous les cas, à l'intérieur donc du clan, il y a des rivalités, mais des rivalités d'intérêt. Autre particularité, peut-être aussi reproche qu'on fait au Tchad, ce sont les réactions internationales dont on parlait juste avant. Pour certains, le pays connaît un traitement de faveur. Qu'en pensez-vous? Oui, le double standard de Paris, c'est d'abord fait percevoir au Tchad avant d'arriver au Gabon, à la suite des coups d'État. Le fils a été reçu avec tous les honneurs, alors qu'on connaît un peu sa trajectoire politique, comment Dutreil devient président du Tchad. C'est sûr que le Tchad a joué un rôle clé, gendarme de la bande sahélienne pendant un certain moment. Donc ça lui a valu aussi une certaine posture à l'international. Le Déby Père en a bénéficié. Mais je pense que ça fait partie de l'histoire maintenant. Le Tchad est un peu plus concentré sur des questions à l'interne. En tout cas, pour tous ces basculements auxquels on assiste dans l'espace CEDEAO, le Tchad s'est mis quand même à distance. C'est à juste titre que le G5 Sahel n'existe pratiquement plus. Parce que Déby fils est un peu plus concentré sur des questions internes, pacifier le territoire, comme Bangali le disait tantôt, et puis essayer de maintenir quand même le clan au pouvoir. Mais toujours est-il que le Tchad est entouré par assez d'États fragiles. Et donc une implosion du Tchad aurait des incidences sur 6 à 9 pays. Sans oublier que c'est un peu la porte d'entrée des pays sahéliens qui sont de nos voisins, qui sont victimes d'attaques terroristes, vers l'Afrique centrale. Donc un Tchad qui n'arriverait plus à sécuriser ses frontières, qui aurait des frontières les plus poreuses, qui faciliterait donc l'entrée des mouvements terroristes dans cette partie-là, le lendemain c'est l'Afrique centrale qui pourrait connaître une certaine implosion, sinon une certaine instabilité politique du fait de cette guerre asymétrique. Donc, sans oublier la vieille guerre des Fayalajo, le Tchad était un peu le pays en avant, le point avancé de la poursuite de l'OTAN pour bloquer l'ex-bloc communiste, et donc le pacte de Varsovie, avec les différentes guerres qui ont eu lieu avec le régime libyen depuis les années 75 à Fayalajo, qui deviendra plus tard une base de l'opération Barkhane, une base quand les Français sont priés de quitter le Niger. C'est sur cette base-là encore que les Français se dirigent pour exploiter, pour pouvoir avoir une posture assez stratégique en Afrique centrale qui leur permet de regarder de part et d'autre. Donc le cadre de sa position géographique est un espace assez clé dans la politique extérieure de la France en Afrique. Mais on parle de l'Occident, notamment la France, mais déjà au sein même de la CEMAC, la CEAC, il y a eu une certaine indulgence. Avant, si on prend la logique et le principe de subsidiarité, c'est d'abord eux qu'on doit incriminer avant de regarder Paris. Je pense qu'on ne pouvait pas s'entendre à une réaction. Ils n'ont pas cette tradition d'ailleurs. Voilà, il n'y a pas de tradition démocratique dans cet espace-là. Quand je fais le tour d'horizon, je ne sais pas le cas des chefs d'État est assez légitime pour porter ces discours-là. Quand au Cameroun, on sait depuis combien de temps Paul Biya au pouvoir, on sait dans quelles conditions le président Touadéra en Centrafrique s'est maintenu au pouvoir. Et on peut faire le tour comme ça de tous les pays. On se rend compte qu'il n'y a véritablement pas au sein de la CEMAC une personne légitime. Parce que pour porter ces discours-là, il faut être soi-même un modèle, un exemple à la matière. Et c'est ça la différence avec la CEDEAO. C'est que vous avez dans cet espace-là quand même des démocraties qui ont fait leurs preuves. Stratégiquement, le Tchad est-il encore un enjeu, un atout pour les pays occidentaux et pour nous autres de la sous-région, surtout la zone sahélienne? Pas vraiment pour les pays de la sous-région, mais pour les Occidentaux, ils entretiennent ce mythe parce qu'ils sortent de la guerre froide avec ce concept de gendarme de la région. Dans chaque région, le monde est découpé dans leur vision en zones d'influence. Et dans chaque zone, il faut un gendarme de la région. Étant donné que la France, avec la fin de son précaré, est en train d'être poussée vers la sortie, la France veut transférer ces statuts-là dans chaque domaine, en tout cas du point de vue de l'influence politique, du point de vue de l'influence économique, comme du point de vue de l'influence sécuritaire, veut transférer donc cette casquette-là à un pays qu'il choisit. Et dans le cas de l'influence militaire, la France veut transférer cette casquette-là au Tchad. On l'a vu grâce au mécanisme du G5 Sahel. Mais aujourd'hui, non seulement le G5 Sahel s'est effondré, parce qu'après la sortie du Mali, le Burkina, l'année suivante, le Burkina... Il ne reste que deux. Leur ont emboîté le poids. Donc, il ne reste que officiellement à prononcer la dissolution du G5 Sahel. Mais au-delà de ça, je pense que nous sommes dans un monde aujourd'hui de recomposition
où ces anciens paradigmes-là, aujourd'hui, n'ont plus le répondant qu'ils avaient il y a quelques années. Alors, quelques mots peut-être sur l'élection présidentielle à venir. Déjà, aura-t-elle vraiment lieu? Et puis, se déroulera-t-elle dans un climat, on va dire, apaisé? Le demi-fils a besoin d'une élection pour avoir son statut de président élu démocratiquement, pour avoir ce titre-là au moins, pour quitter ce statut de président de transition, qui arrive au pouvoir. Il est un peu fatigué de tout ça. Il a besoin d'une certaine légitimité qu'il aura d'une manière ou d'une autre au Tchad. Les élections auront lieu au Tchad parce que le président quand même a su créer au niveau des... parce que le gros problème du Tchad, généralement, c'est la sécurité que fait peser les rébellions sur la sécurité intérieure. Étant donné que de ce côté-là, ils ont signé un accord avec les différents groupes rebelles significatifs et qu'en interne, il a réussi à éteindre toute forme de contestation, il n'y a aucune raison que les élections se tiennent et également il n'y a aucune raison qu'ils ne gagnent parce que tous ces efforts-là, donc de domestication de la diversité politique intérieure, c'était pour s'assurer d'être le vainqueur et je pense qu'il est en train de le réussir. Donc rendez-vous pris pour le 6 mai prochain. Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de votre participation. Merci à vous de votre attention. D'Abidjan ou ailleurs dans le monde, de nous suivre régulièrement. Et puis, bonne fin de semaine à tous.